Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce 20h. Nous sommes samedi 4 décembre. Voici les titres. Le cœur meurtri, les yeux larmoyants, les femmes à décor habillées du Burkina Faso crient au gouvernement pour une meilleure prise en charge de leurs hommes sur le champ de bataille. Aussi souhaitent-elles un véritable accompagnement pour les veuves et orphelins de ces héros nationaux. Les populations de la ville de Dablo, dans le centre-nord du Burkina, sont inquiètes pour leur vie. Craignant les attaques terroristes, elles désertent leur localité pour des zones a priori plus sécurisées. Du coup, leurs regards sont tournés vers les autorités du pays pour une prise en compte. En République démocratique du Congo, Albert Yuma, directeur général de la GECAMINE et pro-Kabila, est écarté de ses fonctions de premier responsable de la dite société qui est une compagnie minière de l'État. Il est accusé d'avoir détourné plusieurs millions de dollars d'argent public. Nous démarrons cette édition avec ce bouleversant reportage. L'Union des femmes à décor habillées du Burkina Faso lance un cri de cœur et plaide pour leurs époux. C'est avec beaucoup d'émotion que ces femmes se sont adressées au gouvernement ce 4 décembre 2021 à Ouagadougou pour demander des équipements sophistiqués et un minimum vital au profit de leurs compagnons de vie au front. S'adressant également à toute la population, les femmes en question ont imploré un mois d'union de prière pour la sécurité et la paix au Burkina Faso, compte rendu de Fatimata Ninkiema. Nous souffrons en silence, mais nous ne céderons pas à cette fatalité. Nous, ce sont les femmes et les mères des forces de défense et de sécurité FDS du Burkina Faso et des volontaires pour la défense de la patrie VDP, peinés par les attaques terroristes qui endeuillent leur famille depuis maintenant 6 ans. C'est avec tristesse, désolation et avec des larmes aux yeux que ces mères de famille se sont adressées aux hommes et femmes de médias ce 4 décembre 2021. Objectif, crier leur douleur et apporter leur soutien à leurs époux et fils qui sont en première ligne pour faire face aux forces du mal. Plus que jamais, vous avez notre soutien malgré nos douleurs, nos pleurs, nous serons toujours à vos côtés. Vous, nos braves époux, nos héros, nos combattants de la liberté. Nous n'avons plus de larmes pour pleurer. Nous ne voulons plus de veuves et d'orphelins. Nos orphelins qui réclament leur tendre père. Nos vœux sont que nos forces de défense et de sécurité soient équipées de matériel sophistiqué. Nourrir, soigner et approvisionner à temps en vivres. Cette conférence de presse a également permis à l'Union des épouses des corps habillés du Burkina Faso de lancer un appel à l'endroit des populations et des gouvernants. Selon la présidente de cette association, il faut plus d'accompagnement au profit des veuves et des orphelins. Nous, notre association, il y a au moins plus de 10 femmes qui nous appellent parce que ça ne va pas. Elles ne se retrouvent pas. Elles sont perdues, elles et leurs enfants. Donc, nous demandons à l'État de mettre l'accent sur cette suivi psychologique et aussi les accompagner. C'est-à-dire quand on parle d'accompagnement là, il faut que vraiment ça soit bien accompagné. On ne parle pas d'accompagnement que si on dit qu'on accompagne et puis l'accompagnement là n'arrive pas. Nous on veut vraiment qu'on les accompagne vraiment, que ces femmes là puissent s'en sortir. Et pour que leurs maris et leurs fils aussi puissent s'en sortir et revenir sains et saufs à la maison, elle lance à partir de ce jour 4 décembre un mois de prière et de jeûne pour implorer Dieu. C'est une initiative qui regroupe les confessions religieuses et coutumières. Par conséquent, elles invitent l'ensemble de la population à y participer. Avec les récentes attaques terroristes au Burkina Faso, la ville de Dablo, localité située dans la province du San Matenga, se vide de son monde. Les populations en quête de sécurité se sont déplacées vers Barsalgo et Kaya. Depuis le jeudi 2 décembre passé, le stade régional du Centre-Nord est occupé par ces déplacés qui attendent une prise en charge. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. Abdoulrahim Magnini. Après avoir parcouru près de 50 km avec sa charrette transportant ses bagages,
Aïmata Sawadogo arrive au stade régional du centre-nord à Kaya pour se réfugier. Elle fait partie des dernières personnes à quitter Dablo, son village natal, à cause de l'insécurité dans la localité. Tout comme elle, ils sont plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été contraints par les terroristes de quitter Dablo pour le chef-lieu de la région du centre-nord, Kaya. C'est les terroristes qui nous ont fait quitter notre village pour venir ici. Ils tuent des gens, frappent les femmes et ils les dépouillent. Ils sont rentrés dans notre village, commencé à voler le bétail, brûler les maisons. C'est pourquoi nous avons fui pour venir ici. Nous sommes arrivés à Barsalgo. Il n'y avait même pas d'eau ni de nourriture. Sur le chemin du refuge, ces femmes de Dablo disent avoir été dépouillées et vandalisées par les groupes armés terroristes. À en croire ces dernières, plusieurs d'entre elles ont vu leurs bagages incendiés et les animaux retirés. J'avais 7 moutons. Ils ont tout arraché. Ils ont pris mon téléphone portable. Ils ont dit, s'ils arrivent à s'entendre, ils vont nous laisser revenir. Mais comme on avait peur, on n'a pas demandé avec qui ils veulent s'entendre. En cours de route, ils nous ont dépouillés. Ils ont tout pris. Nous sommes venus à Kaya sans rien. C'est ça notre souci. Nous demandons du soutien. Si les femmes ont pu emprunter la route, les hommes, eux, sont passés par la brousse au risque de se faire tuer. Mais ils ont pris la brousse. C'est les femmes qui ont pris la route parce que les femmes, elles, on ne les tue pas. Sauf les piller, prendre leurs céréales qu'elles ont embarquées dans les charrettes, les habits souvent. Mais les hommes, eux, ils ont pris la brousse pour aller déboucher à Damisquement avant de pouvoir revenir ici à partir de Nagrao et puis à partir de Basse-Néré. C'est comme ça que les hommes ont fait. Mais à l'heure où je vous parle, il y a des portées disparues toujours qu'on cherche. Pour fuir les terroristes, nous sommes rentrés en brousse. Certains de nos camarades se sont même perdus. C'est dans notre fuite que nous sommes retrouvés à Namiskum, ensuite à Barsalgo. Et c'est de là-bas qu'on a eu de l'aide pour venir ici à Kaya. Mais nous sommes arrivés démunis. On n'a plus rien puisqu'on n'a pas eu le temps de prendre nos effets. Le déplacement massif des populations de Dablo depuis le 2 décembre dernier serait dû au départ de la gendarmerie et des volontaires pour la défense de la patrie. Quelques jours auparavant, nous confie le président de l'association pour le développement de Dablo. Parce qu'il y avait un détachement qui était là-bas, il y avait un camp de gendarmerie, nous avons demandé de renforcer le camp. C'est ce que la population nous avait demandé. Je vous dis, à chaque 2 heures, ils appellent. Est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient? Le matin, le même jour où les gars ont attaqué, le lendemain, ceux de Dablo ont appelé ici. Et nous avons saisi la première région militaire. Ils ont dit de patienter qui sont en train de prendre des dispositions. Chaque heure, ils appellent. Jusqu'à 18h, ils ont dit et ils vont partir. 3 jours après, ce sont les VDP qui ont quitté. Et nous, quand on a su ça, nous avons vite écrit au gouverneur qui a déjà réuni son staff pour se pencher de la situation. Mais dans le même temps, nous avons écrit en tant qu'association au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, personnellement, je n'ai pas eu de réponse. Après le départ des FDS, des VDP et des populations, Dablo est désormais sous contrôle des groupes armés terroristes, selon les témoignages des dernières personnes venues de la localité. Un notable qui est toujours à Dablo n'est pas le seul, plus une vieille. Ceux-là, ils ont sinon plus les 100 ans, donc eux, ils ne pouvaient pas bouger. Et il y a un autre, lui, il est malade, il ne pouvait pas bouger. Et comme c'était la fuite en avant, ses enfants aussi ne pouvaient pas s'arrêter de le prendre. Eux aussi, ils ont dit non, laissez-nous repartir, même si on meurt, il n'y a pas de problème. Et ils sont toujours à Dablo. Mais ils sont pris en charge par les maîtres du lieu, qui nous font savoir qu'ils les font manger. Ils nous ont même dit d'envoyer des gens les chercher, mais de ne pas envoyer des jeunes. Parce que si c'est un jeune, ils vont les tuer. Voilà. À Dablo, actuellement, là,
C'est eux qui sont les maîtres de lieu. À ce jour, ce sont environ 11 000 personnes qui ont été accueillies à Kaya et 14 000 à Barsalgo, nous confie Tassiré Sawadogo. Il ajoute par ailleurs que le processus de recensement a déjà commencé et des déplacés seront conduits progressivement dans des familles d'accueil. En attendant, ils dorment à la Belle Étoile au stade régional du Centre-Nord à Kaya. Tout autre chose à présent, la Société burkinabé de droit constitutionnel a initié ce samedi 4 décembre à Ouagadougou un mini-colloque sur le thème les élections au Burkina Faso. C'est une conférence qui rentre dans le cadre des journées de réflexion organisées chaque année par la structure. La cérémonie d'ouverture a été parrainée par le directeur général de l'Office national d'identification, représenté par son secrétaire général. Sanata Siri vous en parle. La Société burkinabé des droits constitutionnels SBDC propose chaque année un thème central décliné en plusieurs sous-thématiques, réparties entre ses cellules estudiantines. Ces thématiques sont ensuite préparées et présentées par les étudiants lors des journées de réflexion de la SBDC à chaque fin de mois. Cette année, ces journées de réflexion sont organisées sous forme de mini-colloques sur le thème « Les élections au Burkina Faso ». Un cadre d'échange et de réflexion qui offre l'occasion aux différentes cellules de présenter le fruit de leur travail sur le thème choisi. À travers ce mini-colloque, la SBDC entend ainsi apporter sa contribution aux efforts de recherche de solutions aux problèmes et défis liés aux élections. Le choix des élections, il faut dire que c'est lié aussi au contexte. Il y a eu des élections couplées législatives en 2020. On n'a pas encore fini de tirer suffisamment les leçons de cette élection. Il y a également le processus électoral, un processus électoral qui est engagé pour les élections municipales, qui vont se tenir probablement en mai 2022, en tout cas selon les informations officielles. Je pense que c'est ce contexte qui a justifié le thème des élections pour les journées de réflexion cette année. Il ne s'agit pas d'un colloque comme les autres, comme nous avons l'habitude de le voir avec des érudits qui viennent développer des thématiques sur une question déterminée. Il s'agit ici de réunir des étudiants que la SBDC veut bien initier à la recherche et créer en eux un esprit d'émulation. La cérémonie d'ouverture de ce mini-colloque a été placée sous le parrainage du directeur général de l'Office national d'identification, ONI, et son représentant Serge Soubeiga de saluer l'initiative de la SBDC ainsi que le thème choisi pour cette journée de réflexion. Nous accueillons positivement cette initiative, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons aujourd'hui une crise sécuritaire sans précédent. Et cette crise a relayé au second plan un certain nombre de questions, dont la question des élections. Et j'en veux pour preuve que les élections municipales qui étaient initialement prévues pour se tenir cette année ont été reportées pour 2022. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment une aubaine que la Société burkinabé des droits, de droit constitutionnel offre ce cadre d'échange sur la question des élections. Les différents exposés seront animés par les étudiants sous la supervision des membres du conseil exécutif de la SBDC. Entre autres thèmes abordés lors de cette rencontre, la crise des élections au Burkina Faso, le financement des campagnes électorales et la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge constitutionnel en matière électorale. Les conclusions de cette journée de réflexion seront publiées dans la revue de réflexion constitutionnelle de la SBDC, selon son vice-président. Un deuxième mini-colloque est prévu pour les cellules estudiantines de Bobo-Dioulasso et de Banfora dans les jours à venir. Le groupe AGE veut coller son image à une qualité irréprochable de ses services. En tant qu'entreprise pionnière dans le domaine de l'acier au Burkina Faso, le groupe AGE a organisé dans la soirée de ce vendredi 3 décembre 2021 un séminaire d'information sur la qualité. L'entreprise a voulu, à travers cette rencontre, réaffirmer son engagement à servir que des produits de bonne facture à sa clientèle. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, présent à la cérémonie, a encouragé l'entreprise pour cette initiative. Mamidriana Kamabou. Dans un monde fortement concurrentiel, les entreprises ont besoin de gagner en performance pour améliorer leur compétitivité et développer leur exportation. La qualité est à ce titre un enjeu stratégique. C'est le message que le groupe AGE veut faire passer à sa clientèle lors de ce séminaire. Il a pour but de rassurer et confirmer aux yeux de tous ses partenaires que le groupe AGE a la volonté de travailler continuellement avec les plus grandes entreprises industrielles du monde dans le domaine de l'acier au profit de ses clients.
Pour montrer aux gens la qualité, il faut faire attention aux qualités. Tout à l'heure, il a expliqué sur le plan que certaines fers peuvent faire des fissures, donc ça ne tient plus. Donc les bâtiments, pour être solides, il faut acheter de fer normalisé qui tient pour toujours. En ce qui concerne la qualité de la fer à béton, c'est le même, que ce soit au Burkina ou ailleurs, aux États-Unis, en France, c'est la même qualité que nous utilisons ici. Mais d'autres produits, on met bien sûr tous nos produits qui servent ici au Burkina, on les a sur place disponibles. Et c'est de la qualité, toujours c'est de la qualité. Le ministre d'Industrie et du Commerce a encouragé aussi le groupe H à mener beaucoup plus d'initiatives allant dans ce sens. Convaincu que la qualité se développe en partageant les meilleures pratiques, le ministre d'Industrie et du Commerce promet accompagner le groupe H ainsi que toutes les autres entreprises qui envisagent promouvoir la qualité chaque fois que le besoin sera exprimé. Je voudrais dire que la qualité n'a pas de prix. C'est la formule connue. Si vous voulez acheter de la qualité, on doit mettre certainement donc du prix. Et quand on connaît les conséquences du fer qui n'est pas de qualité, on ne devrait pas lésiner sur le prix à mettre pour obtenir donc du fer de qualité. C'est un choix important parce que le fer, c'est la qualité. Et sans qualité, le fer produit donc des dégâts énormes. Et je pense que toutes les entreprises qui évoluent dans le domaine devraient s'engager comme le groupe H pour nous proposer uniquement que de fer de qualité, que ce soit produit au Burkina Faso ou que ce soit donc des fers venus de l'importation. Et pour répondre aux besoins de ses partenaires, notamment les sociétés minières, le groupe H a entrepris d'importer de boules de broyage qu'il mettra à leur disposition d'ici le mois de février 2022. Ces sociétés pourront donc s'approvisionner à court, moyen et long terme au Burkina Faso, ce qui réduirait les coûts et les délais de livraison. Le bureau de restructuration et de mise à niveau à travers le cabinet CIM Finance a organisé une formation en gestion de la trésorerie et gestion des relations bancaires au profit d'une trentaine d'entreprises. Deuxième du genre à cette formation qui s'est tenue les 1er et 2 décembre à Ouagadougou vise à résoudre le problème lié au financement des entreprises au Burkina Faso. Abdoulrahim Magnini. À travers cette formation de 48 heures, le Bureau de restructuration et de mise à niveau veut doter les gestionnaires des entreprises qui ont bénéficié de son accompagnement de rudiments nécessaires pour une bonne gestion des financements. C'est aussi un cadre pour ces gestionnaires d'apprendre à mieux connaître l'environnement et le fonctionnement des structures financières à l'effet de pouvoir bénéficier d'accompagnement pour le fonctionnement de leurs entreprises. Alors, il a été révélé que 41% des causes liées au non-financement des entreprises, n'est-ce pas, sont des causes internes, n'est-ce pas, aux entreprises. Donc il était nécessaire pour nous de réunir les entreprises bénéficiaires de nos programmes, n'est-ce pas, et solliciter, n'est-ce pas, l'intervention des banquiers, des experts comptables, à l'effet de renforcer leurs capacités pour mieux présenter les dossiers, pour mieux présenter les besoins, n'est-ce pas, aux financiers, aux banques, pour trouver des solutions, n'est-ce pas, de financement, que ce soit leur investissement ou leurs besoins en fonds de roulement. L'objectif de cette formation, c'était d'outiller en tout cas un certain nombre d'entreprises, d'éléments d'appréciation quand même de leur trésorerie, d'éléments de traitement de leur trésorerie et aussi de leur permettre d'avoir une bonne relation avec les banques. Si vous avez regardé, le thème était un peu scindé en deux. Il y a la gestion de la trésorerie et il y a aussi l'optimisation de la relation avec les banques. Pour ce deuxième jour de formation, les participants ont été entretenus sur l'importance de la banque en tant que partenaire indispensable pour l'accroissement de l'entreprise. Le formateur estime que le message est passé et a foi en ses participants pour faire rayonner leurs entreprises respectives. Il s'agissait d'une formation qui devait rappeler pour certains l'importance, la pertinence et la présence de la banque dans leur activité, combien la banque reste incontournable dans leur développement. Et pour les autres, nous avons renforcé donc leurs capacités pour leur montrer en quoi ils peuvent tirer le meilleur de leurs relations avec la banque, comment tirer profit de certaines difficultés qu'ils traversent avec leur banque et surtout comment mieux se préparer pour pouvoir bénéficier des différents types de financement que la banque leur accorde et aujourd'hui leur doter du pouvoir de négociation nécessaire
pour qu'ils puissent triompher dans leur relation avec la banque. Pensons que les objectifs sont atteints, le reste appartient à ces participants-là de mettre cela en œuvre au sein de leur entreprise et surtout convaincre leurs premiers décideurs de leur suivre et d'écouter aussi leurs conseils parce que c'est ça le plus important. Notons que c'est une trentaine de responsables financiers d'entreprises qui a pris part à cette deuxième édition de la formation initiée par le Bureau de restructuration et de mise à niveau. Le Bureau de restructuration et de mise à niveau est une structure du ministère en charge de l'industrie et du commerce chargée d'apporter un appui technique et financier aux entreprises en difficulté. Troisième édition de la nuit de l'entrepreneur touristique. Une quinzaine de personnes ont vu leur mérite récompensé dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration et des agences de voyage et guidage. La cérémonie de récompense s'est tenue ce vendredi 3 décembre à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Maxime Jean-Eudes de Bambara pour le compte-rendu. Mesdames et messieurs, la troisième édition de la nuit de l'entrepreneur touristique, c'est 325 candidatures enregistrées et 15 trophées décernés, dont 12 prix officiels et 3 prix spéciaux. Les mérites des hommes et femmes entrepreneurs ont été salués au cours de cette nuit de récompense dans les catégories agences de voyage et guidage, hébergement et restauration. On peut le dire sans fausse modestie que vraiment c'était une réussite. Véritablement, il y a un engouement. Parce que les gens sont venus d'eux-mêmes pour s'inscrire. Et si vous constatez que dans les choix, souvent il y a des hôtels qui ne s'inscrivent pas. Mais comme on le dit, même s'il y a eu un concours Miss, forcément il y a des perdants et des gagnants. Les innovations majeures de cette troisième édition sont l'introduction du prix de la meilleure femme entrepreneur touristique, le prix de la plus jeune entrepreneur touristique et le prix de l'hôtel vert. Dans la catégorie restauration, le restaurant Le Prestige de Dédougou remporte le premier prix, alors que Sonia Hotel se distingue dans la catégorie hôtellerie. Nous sommes très heureux et nous remercions le ministère de la Culture qui a mis en place le prix de l'entrepreneuriat. Nous rencontrons plein de difficultés au niveau touristique, surtout dans l'hôtellerie, c'est vraiment compliqué. C'est toujours par rapport au paiement de factures, un peu aussi la situation sécuritaire et la situation Covid qui est beaucoup compliquée. Tourisme et entrepreneuriat féminin, c'est sous ce thème que s'est tenue cette troisième édition de la nuit de l'entrepreneur touristique. Portée par la direction du développement de l'industrie touristique, cette cérémonie de récompense vise à stimuler, récompenser et mettre en valeur le dynamisme des acteurs touristiques. En plus des trophées, les 3 premiers de chaque catégorie ont reçu respectivement une enveloppe financière de 500 000, 750 000 et 1 million de francs CFA. Les révélations de Congo Hold Up, cette enquête internationale sur les détournements massifs d'argent public durant la période Kabila, continue de faire couler beaucoup d'encre. Un scandale financier qui a emporté Albert Nyouma, directeur général de la Gécamine, la compagnie minière d'État très proche de la famille Kabila. Il est accusé d'avoir détourné 43 millions de dollars d'argent public. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a destitué le conseil d'administration de la compagnie minière d'État Gécamine, ainsi que son directeur général Albert Nyouma. Albert Nyouma, qui figure dans les dernières révélations de l'enquête Congo Hold Up, serait responsable de nombreuses malversations. À la tête de la Gécamine, il aurait détourné 43 millions de dollars d'argent public sous le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila. Selon l'IGF, l'inspection des finances congolaises, la Gécamine aurait versé un demi-milliard à une société écran au lieu de les verser au trésor public. La dite société Sud Oil, mise en lumière dans les dossiers du Congo Hold Up, appartiendrait à des membres de la famille Kabila. Pour l'instant, Albert Nyouma conservera son rôle de superviseur de la réforme de l'exploitation minière à petite échelle. Toutefois, le président Tshisekedi a annoncé vendredi à la télévision nationale qu'il sera remplacé par Kaputo Kaloubi Alphonse, qu'il avait lui-même nommé au conseil d'administration de la Gécamine il y a 3 ans. Ce samedi 4 décembre, les Gambiens sont allés aux urnes pour élire en premier tour leur président. 2 candidats ont dominé la campagne, à savoir le président sortant Adama Barrow et l'opposant historique Ousseynou Darboe. C'est la première élection présidentielle après Yaya Jammeh.
Le coup d'envoi est donné en Gambie. Les bureaux de vote pour les élections présidentielles sont ouverts. De 8h à 17h, les Gambiens auront la possibilité de choisir leur prochain chef d'État en déposant une bille en guise de bulletin dans un des bidons aux couleurs de chaque postulant. Le scrutin se déroule en un seul tour et 6 candidats, dont le président sortant Adama Barrow, sont en lice. Il y a 5 ans, Adama Barrow, alors quasiment inconnu, avait déjoué les pronostics et battu le dictateur Yahya Jammeh après plus de 20 ans de régime. L'élection de ce samedi est la première sans Yahya Jammeh depuis 1996. Un vote crucial pour la jeune démocratie de 2 millions d'habitants qui cherche à surmonter son passé dictatorial et rehausser sa croissance économique fragilisée par la crise du Covid-19. Les premiers résultats de l'élection pourront être connus dès dimanche. C'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous séparer, je vous invite à faire un tour du côté de la lagune Ébrié. Une visite touristique à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'est une bâtisse qui est l'une des plus grandes attractions les plus visitées de la ville par de nombreux touristes. Elle ressemble beaucoup à la basilique Saint-Pierre de Rome, mais dépasse celle-ci de 17 mètres. Elle est bâtie sur une surface de 130 hectares et possède 8200 mètres carrés de vitraux, dont l'un est représenté du visage de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite une excellente suite de week-end sur nos antennes et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Bonsoir.